Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Qu'est-ce que l'austérité? La journée de mobilisation européenne a rappelé aujourd'hui quelles étaient les difficultés financières en Europe. La France est-elle concernée? Quelles sont les répercussions et éventuellement en région? Petite explication avec Erwan Gauthier, professeur d'économie à l'Université de Bretagne occidentale, l'UBO, dans un instant. Mais tout de suite l'actualité de ce mercredi 14 novembre 2012 dans le Finistère. Le procès du naufrage du Socalic s'est poursuivi ce mercredi à Brest. Les débats ont porté sur les responsabilités humaines des deux équipages. La défense du cargo Océan Jasper met en doute les compétences de l'équipage du navire de pêche Socalic. Face à ces accusations, les hommes du Caseilleur revivent avec émotion le drame 5 ans après. Julie Sicot. Ils étaient six matelots à bord du Caseilleur Roscovite le Socalic dans la nuit du 17 août 2007, lorsque celui-ci a été touché par le cargo l'Océan Jasper. Dans la salle d'audience du tribunal correctionnel de Brest, ils ne sont pas tous présents. Leur témoignage est pourtant essentiel, mais il soulève de nombreuses questions sur la responsabilité du drame. L'Océan Jasper est-il l'unique responsable? Le matelot de veille du Socalic avait-il toutes les compétences pour être à ce poste? Il y a manifestement un défaut de veille au sein de l'Océan Jasper, ça c'est une évidence et ce n'est pas contesté. En revanche, il est évident, et dès le départ nous le disions, qu'il y a une incompétence notoire du marin du Socalic qui barrait encore une fois le bateau cette nuit-là. Ça c'est une évidence. C'est quelqu'un qui s'est trompé dans la position des feux, c'est quelqu'un qui ne savait pas qu'il y avait une alarme anti-collision sur le bateau, c'est quelqu'un qui était incompétent. Alors que l'incompétence d'un matelot est pointée du doigt, les marins du Socalic restent profondément traumatisés par ce naufrage, où leur patron, Bernard Jobard, est décédé. Ce que l'on a vu, effectivement, ce sont des matelots quand même qui, 5 ans après les faits, restent très marqués. Je pense à M. Persson notamment, et puis à M. Coupil aussi en particulier, qui ont un petit peu craqué quand même à la barre. Et effectivement, on racontait un choc et un naufrage d'une grande brutalité. En tout cas, ils ne sont pas jugés dans ce procès, c'est bien l'armateur turc, le commandant de l'Océan Jasper et son second qui sont mis en accusation pour homicide involontaire, délit de fuite et omission de porter secours à personne en péril. Le verdict devrait tomber à la fin de la semaine. Plus de peur que de mal pour une vingtaine de lycéens. Ce mercredi, vers 14 h, leur bus s'est embrasé sur une route de la commune de Guilher. Les 24 adolescents et leurs accompagnateurs se rendaient à une compétition sportive. Ils s'en tirent miraculeusement. Une fuite de carburant est, semble-t-il, à l'origine de cet incendie qui a complètement détruit le véhicule. Le plan anti-algues vertes est pratiquement terminé sur les 5 bassins du Finistère. Ce mercredi à Brest, le préfet de région est venu signer le dernier plan de lutte pour l'anse de Guissény. Les agriculteurs qui participent au débat ont tout de même manifesté leur mécontentement pour un autre plan, celui de l'Orne-Guillec, qui lui a été retoqué. Explication avec Erwan Lousseau. L'objectif du plan algues vertes est de réduire l'apport de nitrate dans le sol. Pour y parvenir, agriculteurs et institutionnels ont réussi à se mettre d'accord, ou presque. En Bretagne, 8 baies sont concernées, la plupart, dont l'anse de Guissény aujourd'hui, ont déjà signé la charte d'engagement, sauf une, le projet de la baie de l'Orne-Guillec, dans le Léon, est le seul à avoir été retoqué. C'est le seul endroit où la charte n'est pas signée, et c'est aussi le seul où l'ensemble des élus de tous bords politiques, l'ensemble des syndicats agricoles de tous bords, l'ensemble des associations environnementales impliquées dans le territoire ont voté à l'unanimité ce projet. Donc c'était quand même bien porté par les acteurs de territoire. Et qu'aujourd'hui on nous dise non, donc ça veut dire qu'on n'écoute plus les acteurs locaux. Une délégation d'agriculteurs a été reçue en sous-préfecture aujourd'hui à Brest par le préfet de région Michel Cadot. Leur souhait, comprendre les raisons de ce refus. Il y a eu de gros efforts qui ont été faits pour bâtir un projet de charte de territoire, mais qui sur beaucoup de points ne répond pas pleinement aux exigences de modification progressive des pratiques agronomiques, d'engagement de réduction de flux d'azote, de responsabilisation individuelle des exploitants agricoles, comme ça a été fait dans les autres baies. Un arrêté préfectoral de zone soumise à contraintes environnementales devrait donc s'y appliquer en 2013.
70% des exploitations devront opter pour des mesures volontaires financées par l'État, la région et l'agence de l'eau. Mais si la première année n'est pas concluante, les 500 exploitations du territoire se verront assigner des contraintes environnementales individuelles. Et selon la FDSEA, sans mesures compensatoires, ce ne sera pas tenable. Ce mercredi avait lieu un peu partout en France des manifestations contre l'austérité et pour le soutien des travailleurs grecs, espagnols et portugais. Dans le Finistère, des manifestations étaient organisées à Quimper et à Brest. À Quimper, ils étaient un peu plus de 250 manifestants. À Brest, 300 personnes se sont réunies à l'appel des syndicats. Les manifestants se sont rendus à la CCI de Brest où ils ont déposé une motion pour interpeller le patronat sur les conditions de travail. On écoute Olivier Lepichon, le secrétaire départemental de la CGT. Là, nous allons rentrer à la CCI pour remettre une motion au patronat parce que c'est le principal responsable des plans de licenciement. Le Finistère aujourd'hui a un triste record concernant le chômage de longue durée. Les plus âgés et les plus jeunes qui sont les plus touchés en France. Et aujourd'hui, la colère est forte parce que ce patronat, il exige la hausse de la TVA, il exige 20 milliards de réduction de charges patronales et en même temps il licencie à tour de bras. Ceux qui sont responsables aussi, ce sont les gouvernements qui se sont engagés dans ces politiques d'austérité et nous disons qu'en France, ce gouvernement assume le fait qu'il s'engage dans l'austérité. Alors encore une fois, ce n'est pas la solution puisqu'on sait que ça va réduire le pouvoir d'achat, ça va tourner le dos à la croissance et par définition, nous, ce que nous disons, il faut aujourd'hui rediscuter du partage des richesses. Tant que ce gouvernement ne s'engagera pas dans cette voie, eh bien évidemment, il faudra bien que les salariés se mobilisent. Alors cette mobilisation a été lancée à l'appel de la CES, la Confédération européenne des syndicats. Un mot d'ordre européen donc pour soutenir les travailleurs grecs, espagnols et portugais contre les plans de rigueur. Erwan Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant d'économie à l'Université de Bretagne occidentale, l'UBO. Peut-être que l'on peut revenir sur cette notion d'austérité dont on parle beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'austérité ? Alors l'austérité, ça caractérise les politiques budgétaires. C'est des politiques budgétaires d'austérité, ça veut dire moins de dépenses. Donc on réduit la dépense publique, donc souvent ce sont des dépenses de fonctionnement, comme on diminue les salaires des fonctionnaires, on ne remplace pas les fonctionnaires qui partent à la retraite par exemple. Ça, ce sont des politiques qui visent à limiter les dépenses publiques et éventuellement on peut compléter ça en augmentant les recettes, c'est-à-dire en augmentant les impôts, la TVA, l'impôt sur le revenu, etc. Ça peut aussi participer à une politique d'austérité. Alors pour commenter les propos de ce syndicaliste Olivier Lepichon, secrétaire départemental de la CGT, qui dit ce sont les patrons, mais c'est aussi l'État. Alors, qui est responsable de l'austérité ? L'austérité, elle a une justification pour les gouvernements, c'est de limiter l'augmentation de la dette publique sur le long terme. Parce que le problème de l'augmentation de la dette publique, c'est aussi que plus tard, nous aurons à rembourser davantage. Si nous nous endettons plus, vous aurez plus tard à rembourser le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts sur la dette accumulée. Et aujourd'hui, la dette accumulée en France, c'est environ 90% de ce qu'on produit sur une année, donc c'est des niveaux assez importants qui sont comparables. Les couples, quand ils empruntent, ils sont endettés à 33%. Voilà. Nous, on est endettés à 90%, c'est ça ? Voilà. Et le problème de ce niveau d'endettement élevé, mais qui n'est pas plus élevé, certains pays en Europe dépassent les 100%. L'Italie, la Grèce, beaucoup de pays qui dépassent 100%, même des pays comme les États-Unis, sont à des niveaux très élevés par rapport. Le problème, c'est de savoir qui garantit le fait que les investisseurs vont être remboursés à terme, c'est-à-dire ceux qui prêtent à l'État français, les investisseurs privés, les marchés financiers. Qu'est-ce qui garantit qu'à terme, ils seront remboursés ? Et donc, moins ils ont de garanties de ce type-là, plus ils vont nous faire payer cher le fait qu'on emprunte. C'est ce qui se passe pour la Grèce. C'est-à-dire les garanties sont assez faibles que la Grèce ne fasse pas faillite. Et donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus dur d'avoir accès au financement privé, puisque du point de vue de l'investisseur, c'est plus risqué. Est-ce que la France risque de suivre la voie de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal ? Ce qui va différencier les pays dans la zone euro, c'est cette capacité à long terme à générer de la croissance. Une dette, elle n'est pas soutenable à long terme. C'est très risqué pour un pays de détenir un montant de dette important si, à la fin,
elle se situe dans un cas de faillite. Et donc, elle ne sera pas en faillite si elle est capable de générer de la croissance économique. Donc, si ces entreprises sont capables de générer de la croissance, qui va générer des impôts et diminuer la dette. Ce qui va différencier des pays, notamment d'Europe du Sud et d'Europe du Nord, c'est que les fondamentaux économiques ne sont pas les mêmes. Et pour les investisseurs, ceux qui vont investir dans la dette, c'est très important ça. Donc, la France, de ce point de vue, est mieux placée que les pays d'Europe du Sud. Les fondamentaux sont meilleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation en France est inquiétante ? Elle est inquiétante au sens où la dette, le service de la dette est maintenant un poids énorme dans le déficit budgétaire. C'est-à-dire que le déficit de l'État, un des premiers postes de dépenses de l'État, c'est rembourser les intérêts sur la dette. Ça veut dire diminuer des dépenses ailleurs, à ressources constantes, difficile de maintenir. La question, c'est est-ce qu'on est capable de sortir de la récession et de revenir à un niveau de croissance de long terme favorable. Et ça, c'est une question... Et en combien de temps surtout ? En combien de temps ? Donc ça, c'est une question de confiance des entreprises, confiance des consommateurs et puis de demande, plus généralement. Merci beaucoup, Erwan Gauthier, d'être venu nous expliquer ce que c'était que l'austérité en très peu de temps. Je vous l'accorde. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.